commencer avec un extrait littéraire d'une femme qui s'appelle Agatha Christophe. Et elle, c'est une écrivaine qui vient de l'Hongrie, elle est hongroise. Et pour nous repérer à propos de sa date de naissance et quand est-ce qu'elle est morte, elle est née en 1935, elle est morte en 2011. Alors, l'Hongrie, quelqu'un sait où se trouve l'Hongrie dans l'espace géographique, où se trouve ce pays? Quelqu'un? Personne? Gaël, tu dois savoir. Oui, oui. Alors, où se trouve? Alors, la Hongrie est un pays d'Europe de l'Est qui est situé juste entre l'Autriche et sûrement d'autres pays d'Europe de l'Est dont je ne sais pas le nom, mais voilà, c'est entre les Balkans et l'Europe occidentale. Tout à fait. Merci beaucoup. Et attendez. Alors, c'est là. Nous avons ici l'Europe occidentale. Ouais. Et ça, c'est l'Europe de l'Est. Et bon, après, quand on verra plutôt la question historique, on va expliquer pourquoi beaucoup de pays de l'Europe de l'Est ont commencé à aller vers l'ouest, non? Pourquoi ils ont décidé d'aller en Espagne, en France, en Allemagne, non? Ou dans l'Europe du Nord aussi. Et, il y a des raisons politiques, il y a des raisons économiques, mais finalement, aujourd'hui, on va voir un cas de migration de cette femme qui était originaire de l'Hongrie, mais que dans un moment, elle est partie d'abord en Suisse, pas particulièrement en France, d'abord elle était en Suisse. Et, elle a écrit plus tard ce récit autobiographique qui s'appelle L'analphabète. Alors, Betty, pour toi, qu'est-ce que c'est une analphabète? C'est une personne qui ne connaît les lettres. Tout à fait. Et oui, continue. Ah non, seulement, c'est une personne qui ne connaît les lettres, les mots d'un alphabet de quelque langage. Exactement. Et ça t'empêche d'écrire, ça t'empêche de lire parce que tu ne connais pas les codes. Et les codes, c'est très important. C'est ça que vous apprenez. Finalement, la langue, une partie, c'est les codes. C'est pas seulement ça. Il y a plein de choses, non? Il y a aussi la question phonétique, il y a aussi la question culturelle, non? La pragmatique, non? Il y a plein de disciplines autour d'une langue. Mais les codes, c'est quelque chose de très important parce que sinon, tu ne peux pas avoir accès à communiquer dans ces codes. Alors, Brandy, tu voulais dire quelque chose? Oui, normalement, ne connaissais avec l'analphabétisme, comme Betty l'a dit, mais aujourd'hui, il y a plus, parce que être analphabète et aussi les personnes qui savent lire et écrire, mais ne comprennent pas à prédéfinir la lecture. D'accord. Il est considéré aussi analphabétique. Oui, on pourrait utiliser des fois les termes comme si même si on a accès, mais on ne comprend pas bien, on pourrait aussi penser que c'est une personne analphabète. Oui, pourquoi pas? Mais finalement, je pense que le principe, c'est ne pas écrire, ne pas lire, parce que tu ne connais pas les codes, tu ne connais pas la langue, comme disait Betty. Alors, on va lire ce petit extrait. Et pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'est considérée une analphabète. Alors, on va
je vais vous passer par le chat le PDF et je vais vous donner 10 minutes, bueno, sí, entre 10 et 15 minutes. Chacun va faire une lecture en silence et après on commencera à commenter l'extrait. Une seconde. OK. Il est sur le chat. Vous pouvez le télécharger. Et ouvrez votre dictionnaire. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, cherchez-le. Et donc, c'est 11h10. On reprend 11h25. ¿Alguien tiene problema con descargar o ver el archivo sur le chat? Non? D'accord. OK, je vous laisse. Moi, je n'ai pas reçu le PDF. T'as pas reçu? Non. Non? Tu ne le vois pas sur le chat, Gaël? Non, j'utilise une version différente de Zoom et apparemment, moi, je n'ai rien reçu par le chat. D'accord. Alors, je vais te l'envoyer par mail. Ah oui, si tu préfères, ça sera mieux. Professeur, seulement c'est une page? C'est une page seulement, oui. Ah, bien. Ça y est, Gaël. Très bien, je te confirme dès que je le reçois. This meeting is being recorded. OK. Avant de commenter la lecture, j'aimerais introduire un petit peu l'importance de cet extrait et quels sont les thèmes. Anaïs, ¿puedes apagar el micro? ¿Alguien tiene el micro prendido? Merci, merci beaucoup. L'importance ou quels sont les thèmes autour de cet extrait. Alors, s'il te plaît, Ellie, est-ce que tu peux nous lire ce petit résumé? Oui. L'écrivain hongroise Agatha Christophe a fait de la langue française l'expression de sa création littéraire. Ses écrits abondent sur les causes et les effets de l'exil et tracent son parcours d'acceptation du français, qui passait du statut d'encre de salut à celui d'instrument de succès, mettant constamment et doute la langue maternelle. Le vécu de l'auteur nous permet d'analyser son approche de la langue française et l'impact que ces idiomes du quotidien et sur son œuvre. Parfait, merci beaucoup. Alors, attention ici, s'il te plaît. Alors, c'est normal des fois de confondre la prononciation de ENT parce que quand c'est un adverbe, et je le prononce constamment, non? Mais si c'est un verbe, jamais, nunca, nunca. Ces écrits s'arrêtent y me quedo hasta la última consonante. S'arrête.
Et je sais que des fois c'est difficile parce qu'on ne sait pas si c'est un verbe ou pas, mais ahí está pues la trampa, ¿no? Que a veces como si nuestro oído sí suele oír a veces el on constamment, instrument, ¿no? Si es un nom, es decir, un sujeto, ou un adverbe, oui, je le prononce. Mais si c'est un verbe qui est conjugué à la troisième personne et du pluriel, ça veut dire il et jamais. ¿Sale? Ces écrits s'arrêtent. Y aquí en succès, ¿sale? Primero suena como succès, un succès. Voilà. Alors, quels mots sont importants ici pour moi que j'aimerais attirer votre attention? Et les effets de l'exil. Attendez. Ouais, sa création littéraire, parce que finalement, elle est devenue écrivaine en français. Et les statuts, bon, cette idée d'encre de salut, ça veut dire de commencer avec ce premier mot à arriver et avec un succès. Qu'est-ce que c'est le succès, Elie, pour toi? Éxito. Oui. Et avec cette deuxième ou troisième, on ne sait pas, mais cette autre langue que la langue maternelle. OK? Et, alors, le fait de l'exil, on va voir ici pourquoi ou à quoi fait référence cet exil. Et ça, c'est le livre, seulement qu'il y a une partie, ça veut dire un extrait, ce n'est pas le livre complet. Et c'est un récit autobiographique, ça veut dire qu'elle parle d'elle-même. Et regardez comment est-ce qu'elle commence. S'il te plaît, Anna. Ay, pardon, excuse-moi. Oui. Tu peux lire jusqu'à téléphone, tout ça. Début. Début. Je lis. C'est comme une maladie. Je lis tout ce qui me tombe sous la main, sous les yeux. Journaux, livres d'école, affiches, bouts de papier, trouvés dans la rue, recettes de cuisine, livres d'enfants, tout ce qui est imprimé. J'ai 4 ans. La guerre vient de commencer. Nous habitons à cette époque un petit village qui n'a pas de gare, ni d'électricité, ni d'eau courante, ni de téléphone. Merci beaucoup, Anaïs. Très bien. Alors, vous voyez, ça, on commence déjà à savoir qu'il y avait la guerre en Hongrie, qu'il y avait la guerre où elle habitait. Et quelle est une des raisons pour laquelle les personnes décident d'aller ailleurs? Bah, justement, des fois, la guerre. Donc, elle est devenue une personne migrante, une personne qui a décidé de partir. On ne sait pas si c'était aussi personnel ou quoi, non, mais on sait déjà que dans son pays, il y avait la guerre. Et maintenant, justement, on va voir comment est-ce qu'elle arrive, dans quelles conditions économiques, non, dans quelles conditions sociales. Alors, dans l'extrait, il y a ça, il y a cette petite description. Ma première question pour Brandy, s'il te plaît, c'est où est-ce que Agota arrive? Il arrive à Ljubljana. Alors, elle arrive où les autres? C'est pas grave, Brandy? Elle part ou elle va dans quel pays? À la France? Non. De Genève? Ouais, alors, lis s'il te plaît, Brandy, et ce petit paragraphe hasta elle dit. Oui. Un jour, ma voisine et amie me dit,
J'ai vu une émission à la télévision sur des femmes ouvrières étrangères. Elles travaillaient tous les jours en usine et elles s'occupaient de leur ménage, de leurs enfants le soir. J'ai dit, ce que je fais en arrivant en Suisse, elle dit. En plus, ils ne savaient même pas le français. Hasta ahí, c'est parfait. Merci beaucoup. Ahí está la respuesta. Alors, Oui, de Suisse. En Suisse, c'est là qu'elle arrive. Et à nouveau, Brandy, acuérdate, estas terminaciones, elle s'occupe, elle travaille. Aquí sí suena parce que c'est A, en arrivant, pero acá, si c'est E-N-T, je ne le prononce pas. ¿Sale? Entonces. Oui, merci. Oui, c'est bien. On commence, c'est un petit dialogue entre une amie et Agota. Ouais. Et l'amie, c'est ce premier dialogue. L'amie lui raconte qu'elle vient de voir une émission ou un reportage, si vous voulez, sur les femmes ouvrières. Alors, ça c'est ma deuxième question. Pueden levantar. Oui, Carlos, t'inquiète pas. Vous pouvez lever la main pour répondre à la deuxième question. Qu'est-ce qu'elle faisait, Agota, quand elle était arrivée en Suisse? Quelle était son activité? Moi, elle a travaillé dans une usine comme ouvrière. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est une usine? Qu'est-ce que c'est une ouvrière, Anaï? Une usine, c'est une fabrique, c'est un lieu pour travailler. Es una fábrica, un lugar de trabajo. Y les ouvrières son les travailleurs, los obreros son los trabajadores. Merci, prof. Non, merci à toi. Alors, ça nous fait voir que la plupart des personnes qui des fois arrivent comme migrants, ce sont les types de travaux qu'ils ont. Et elle commence à décrire la dynamique. Alors, est-ce qu'elle avait l'opportunité de parler en français quand elle travaillait? Qu'est-ce que vous avez compris de comment a été son expérience au début avec la langue française? Quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui veut participer? Betty, vas-y. Bien, dans l'usine, il y a beaucoup de bruit. Et elle ne peut parler avec rien. Seulement un moment qu'on sortit pour fumer une cigarette, elle peut parler sur les parts du corps, la nez, la tête. Et c'est seulement que peut socialiser avec son compagnon. Très bien, Betty. Merci beaucoup. Vous imaginez, même ici au Mexique, on peut bien imaginer le contexte d'une usine. Non? Tu fais une activité mécanique, systématique. Est-ce que c'est nécessaire de savoir la langue? No, si vas a pegar un botón 50 veces, 100 veces, 200 veces, ¿no? Il y a plein de fruits et le seul moment pour parler un petit peu, pour échanger, c'est, comme Betty a dit, en fumant une cigarette ou Betty, où elle mentionne que c'est le moment où elle peut parler un peu avec ses camarades. Oui, seulement un peu pour parler. Et beaucoup de personnes qui ont de différentes nationalités, parce que sont chinois, sont russes, c'est de beaucoup de pays. Et seulement il peut socialiser pour connaître la part du corps. Exact. Alors, c'est ça. Aussi, on imagine qu'en plus, il n'y a pas que des Françaises ou des Français. Il y a aussi des personnes d'autres nationalités et le vocabulaire, c'est basique. Et quelle est la stratégie qu'on connaît bien pour commencer à apprendre des mots? C'est comme pour les enfants, non? Ah, ça c'est la tête, non? Ça c'est les bras. Ça veut dire c'est petit à petit. Et elle dit, on ne peut parler qu'aux toilettes, non? Vous imaginez les conditions, non, de
nous, on est dans un contexte scolaire, non? Dans un atelier destiné, lié à l'enseignement, l'apprentissage du français. Mais pour une femme qui arrive sans savoir rien de la langue, et en plus, elle est dans une usine, c'est encore beaucoup plus compliqué, non? Beaucoup plus difficile. Alors, aussi, quelqu'un qui peut lever la main, s'il te plaît, pour décrire, bon, elle est arrivée seule, qu'est-ce qu'elle faisait en plus de travailler? Quelle autre chose on peut savoir sur sa vie personnelle? Betty? Ou... Quand elle arrive à sa maison, il y a une petite fille. Elle parle en hongro. Oui. Et la petite fille ouvre ses yeux et ne comprend pas parce que n'est pas convivé avec sa mère. Et c'est très, très douloureux pour la femme parce que seulement quand il a trouvé 6 ans, la fille, il peut entrer à l'école et pour savoir un peu de français. Oui. Tout à fait. Exactement. Et vous imaginez Oui? Mais elle préparait le dîner, elle ménageait la maison, c'est le labeur de la mère dans sa maison. Exactement. Alors, en dehors de l'usine, il y a les tâches domestiques, le ménage. Le ménage, c'est la CO, non? Et aussi, si c'était sa fille, j'imagine que c'était sa fille, et ça veut dire qu'elle n'était pas gouvernante. Gouvernante, c'est comme niñera. Non, j'imagine pour la description qu'elle fait que c'était sa fille, mais sa fille était très petite. Et aussi le fait de parler entre l'hongrois, le français, ça veut dire un peu cette frustration de ne pas pouvoir communiquer. Alors, finalement, bon, c'est le début, non? Comme tout, c'est un processus d'adaptation, d'intégration. Qu'est-ce qu'elle décide de faire justement pour changer sa situation, de ne pas comprendre tout? Une autre personne qui veut lever la main et nous raconter qu'est-ce qu'Agota finalement a décidé de faire. Carlos, vas-y. À l'âge de 25 ans, elle s'est inscrite à l'université de Neuchâtel pour apprendre à lire. Excellent. Et quel est le résultat, Carlos? Pardon? Quel est le résultat de ce choix, de cette décision de s'inscrire à l'école? Apprendre le français. Exactement. La langue française. Tout à fait. Finalement, après 5 ans, elle disait 5 ans après, je parle le français, mais je ne le lis pas. Non? On a cette capacité de communiquer, mais elle ne savait pas lire encore. Donc, comme Carlos vient de dire, elle s'inscrit au cours d'été de l'université de Neuchâtel. Et c'est ça que c'est cette action ou cette volonté qui les permet d'apprendre le français et pouvoir lire. Alors, une autre question pour une autre personne, et c'est pourquoi pour elle c'était si important lire? Attendez, laissez-moi voir. Betty, Lame, vamos a dejar Melina. Bueno, Melina no lo he leído. Gael, ¿es que tu veux participer para darle un poquito de palabra a todos? Oui. Allez-y. Bien sûr. Elle a voulu apprendre à lire en français pour pouvoir lire les livres
comme elle avait l'habitude de faire dans son pays en Hongrie, pour pouvoir lire et connaître un peu plus de la culture en français. Exact, tout à fait. Et elle disait, moi que j'ai appris à lire, à quel âge elle avait appris à lire en Hongrie? À 4 ans. À 4 ans, non? Elle était une fille qui aimait lire, qui aimait écrire aussi. Donc, imaginez-vous pour une personne qui adore lire, vous voyez ici quand elle commence, disait, je lis, c'est comme une maladie, non? Je lis tout ce qui me tombe pardon, sous la main. Et ça doit être assez frustrant ou de ne pas pouvoir lire dans une autre langue, non? Et finalement, toi-même, si tu veux développer un peu plus, Gaëlle, elle raconte comment elle a pu surmonter ce temps qu'elle ne savait pas lire en français. Tu veux que je précise cette partie-là du texte? Non, ou comme tu veux, si tu veux préciser, ou si tu as compris comment est-ce qu'elle a fait pour ne pas rester sans rien lire. J'ai vu que donc après sa première fille, elle a eu 2 autres enfants et dans leur processus d'apprentissage du français, lorsqu'ils avaient des questions et qu'elle ne savait pas répondre, elle ne leur disait pas « je ne sais pas », mais au contraire, elle avait une approche un peu plus positive de recherche et elle leur disait « ah, je vais voir et d'une certaine manière apprendre en même temps que ces enfants avec notamment l'outil qu'elle précise qui est le dictionnaire. » Donc, tout au long de sa vie, elle a continué ce processus d'apprentissage et aussi aidée par le processus d'apprentissage du français de ses enfants. Exact. Elle est devenue très, très passionnée du dictionnaire. Oui. Elle a finalement trouvé la langue comme un défi. Qu'est-ce que c'est un défi en espagnol? Un desafío. Exactement. Un reto, un desafío. Oui, alors Betty, tu voulais ajouter un peu plus sur la question que j'ai posée? Oui, il attend la Gazette littéraire de Hongrois oui. Pour pouvoir lire dans son langue. Premièrement, et aussi le dictionnaire. Et après, c'est beaucoup sa frustration parce qu'il veut le lire, mais seulement la Gazette littéraire hongroise. Et après, tous les écrivains, Victor Hugo, Rousseau, Voltaire. Oh. Ouais. Oui. Exact. Merci beaucoup, Betty. C'est ça. Pendant qu'elle ne lisait pas en français, elle dit, bon, au moins, j'ai lisé la Gazette littéraire qui venait de Hongrie. Et dans cette gazette, il y avait les poèmes qu'Agota écrivait parce qu'elle était déjà écrivaine, ça veut dire elle était déjà une personne qui publiait, non? Qui publiait mes poèmes à l'époque. Et j'adore cette phrase quand elle dit « Il veut mieux relire que de ne pas lire du tout ». Comment traduirías, Betty, cette phrase? C'est la phrase que, bien que ella se relee, ella relee sus propios versos. No, c'est la phrase qu'il vaut mieux relire que de ne pas lire du tout. Elle préfère releerse que no leer nada.
non? Exactement. Alors, Melina, tu peux donner une autre traduction. Alors, la même chose, es mejor releer que no leer. Exacto, ¿no? Mejor releer, volver a leer, o vale más, ¿no? O sea, o que no leer del todo, ¿no? Donc, c'est parce qu'elle disait, bon, à la bibliothèque, il y avait certains livres en hongrois, mais c'était peut-être des livres qu'elle avait déjà lus, non? Mais vous imaginez, elle adorait, elle était une passionnée de la lecture, elle préférait relire. Et finalement, quand elle est devenue une lectrice, on va dire, ou elle a appris à lire, et elle a obtenu un certificat d'études françaises avec mention honorable. Elle dit, je sais lire, non? Je sais de nouveau lire, je peux lire Victor Hugo, Rousseau, Voltaire, Sartre, Camus, non? Et en plus aussi les écrivains traduits. Donc, c'est assez, assez romantique, assez poétique savoir que même si au début c'était très difficile pour elle, parce qu'on dit facilement 5 ans, pero pasar 5 años en una situación d'ouvrière, bah, c'est pas facile. Hein? Des fois, l'intégration, le processus d'adaptation, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, heureusement, il y a des cas comme le cas de Agota qui nous inspirent, qui nous font savoir que c'est un processus, que c'est une question de temps. Mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Des fois, tu finis par savoir que tu ne peux pas t'intégrer à cette culture, tu te sens tout le temps exclu, non? Et ce n'est pas facile pour tout le monde. Et la langue, finalement, c'est bon, c'est très important pour l'intégration de la langue française. Je pense que c'est une des parties qui te fait sentir en dehors de la terre où tu es. Et alors, Gaëlle nous écrit, elle dit, bah, si tu veux, Gaëlle, tu peux partager un peu ton expérience comme étranger au Mexique. Oui, après, je ne vais pas non plus occuper trop de temps dans la discussion parce que ce n'est pas ma situation n'est pas plus importante que celle de l'auteur, mais elle explique assez bien la situation dans laquelle je me sens des fois, où je me suis senti au départ. Moi aussi, j'aime beaucoup lire. J'aime écrire aussi de temps en temps. Et au départ, en arrivant au Mexique, contrairement à elle, je savais déjà lire. Je n'étais pas analphabète en espagnol, donc j'avais cet avantage-là. Mais j'ai quand même eu un processus d'apprentissage du vocabulaire et aussi dès que je peux, j'essaie de lire en espagnol les journaux ou des livres ou bien regarder des films en espagnol, écouter de la musique en espagnol parce que j'ai la même envie que Agota de pouvoir me sentir bien dans cette nouvelle langue, me sentir intégré et pouvoir partager avec les gens de mon voisinage ou les personnes que je vais rencontrer tous les jours pour montrer que j'ai envie de me sentir bien dans ce pays et j'ai envie de partager des moments d'amitié avec les gens du pays. En espagnol, on dit la convivencia. Pour moi, c'est important de pouvoir me socialiser et de me sentir à l'aise. Et donc, et aussi, pourquoi pas, faire des découvertes de livres en espagnol. Donc, je retrouve beaucoup de similitudes entre ce que décrit Agota et ce que je vis lorsque j'arrive dans un nouveau pays ou lors de mes débuts au Mexique, je me sentais un peu comme elle. Merci beaucoup, Gaëlle. Ouais. Plaisir. Oui, alors Gaëlle a dit une phrase très importante, non? De me sentir à l'aise. Qu'est-ce que c'est me sentir à l'aise?
en espagnol? Je vais laisser répondre les autres. Oui, vas-y, vas-y. Oui. Tu connais? Qu'est-ce que c'est me sentir à l'aise en espagnol? Moi, je traduirais ça comme sentirme cómodo, al gusto. Exact. Se sentir, je vais l'écrire sur le chat. Se sentir à l'aise. On peut l'utiliser pour tout, non? Quand on travaille, quand on arrive dans une fête, quand on est dans une ambiance qu'on ne connaît pas, ça veut dire on cherche toujours se sentir à l'aise avec une langue, non? Et avec un couple, dans le travail, non? Et c'est très important parce que finalement, c'est ça qui nous fait sentir bien, c'est ça qui nous fait partager, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir à l'aise quand j'arrive dans un pays? Bah, plein de choses, non? D'abord, trouver un lieu où je peux vivre, non? Trouver un emploi, trouver des amis, ça veut dire l'intégration culturelle prend du temps. Et on voit que c'est tout un chemin à parcourir. Alors, Betty, tu voulais dire quelque chose? Allez, on t'entend. Oui, professeur, parce que, excusez-moi, Gaël, mais tu nous vois à travailler à une usine. Tu es très dans mon pays comme un touriste. Et je crois que tu peux arriver dans un hôtel, tu peux chercher différents livres dans ton langage et tu ne peux pas aider un petit enfant de 12 ans. Je crois que c'est terriblement différent du statut. Mais bien, si tu sais laisser dans notre pays, c'est bienvenu. Oui. Merci beaucoup, Betty. Oui, 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 c'est pas l'intention de dire, ah, Gaëlle, t'es pas dans la même, mais ce que dit Betty, c'est important, non? Alors, tout le monde traverse un processus d'intégration qui est difficile. Mais vous imaginez en plus la situation politique, non? La situation des races, non? Et des personnes qui arrivent et en plus, des fois, ils ne sont pas très acceptés. Après, ce n'est pas notre faute, non? Ce n'est pas notre faute de dire, bah, moi, je suis née dans un pays du tiers-monde, moi, je suis née dans un pays du premier monde. C'est une question qui n'est pas dans nos mains, non? C'est plutôt une question du système. Mais c'est vrai, c'est encore plus difficile pour les migrants qui arrivent et qui arrivent dans une condition d'exil. Ça veut dire, des fois, c'est un choix partir. Heureusement, le monde, maintenant, il y a cette possibilité de choisir aller ailleurs. Mais les exilés, non, les réfugiés, ce n'est pas un choix. Tout est forcé à partir du pays. Ça, c'est terrible de dire, moi, je ne voulais pas quitter ma terre, mais la condition de mon pays ne me permet pas de rester ici parce que sinon, je peux mourir, je peux perdre mes droits. Et ça, c'est encore beaucoup plus compliqué. Alors, on va laisser la participation à Brandy. Oui, je vais faire un commentaire. Je pense qu'aujourd'hui, pour nous, c'est très facile de travailler ou voyager dans d'autres pays parce que nous savons beaucoup de les droits humains et de l'inclusion. Mais algunos años atrás, il y a très difficile parce que pour les migrants, il n'y a pas de les droits humains. Il n'y a pas de l'inclusion, il y a beaucoup de racisme. Et aujourd'hui, c'est très facile, par exemple, pour les féministes ou une chose comme ça. Oui. Et il y a beaucoup de les droits. Mais je pense que, par exemple, pour les lectures, il y a Leonardo.
Et je pense que c'est très, très difficile. OK. Merci, Brandy. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord. C'est vrai, chaque fois, il y a des associations, non, des instances, non, qui vont défendre les droits et ça aide. Mais je ne dirais pas le mot facile parce que ça continue encore la question de discrimination, la question de... Bah, on verra. C'est un sujet assez complexe au niveau politique, au niveau économique, non? Et finalement, les personnes, ce sont les victimes de ces systèmes. Ça veut dire que ce n'est pas la faute d'une seule personne, non? C'est toute une histoire assez compliquée au niveau mondial. Alors, Ellie. Oui. Je pense, à mon avis, je pense que la migration était terrible, mais aujourd'hui, quand une personne prend la décision de voyager à autre pays pour améliorer une langue, c'est pour ça, c'est aussi difficile parce que la personne est loin de sa famille, de sa culture, et aussi c'est difficile. Oui. Oui, il y a beaucoup d'avantages de vivre l'expérience de partir. On ne dit pas que c'est une question de dire ah, c'est positif ou c'est négatif. Moi, je suis d'accord. Et tu vas surmonter, non? Ton esprit va devenir plus fort. Ça veut dire finalement la vie, c'est toute une résistance qu'il faut, non? Chaque fois, de surmonter, de passer un défi à un autre défi. Et il y a une grande... La diversité culturelle est riche. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais des fois, il y a les idées qui disent, ouais, c'est riche, mais jusqu'ici, ça veut dire, mientras no te quedes, ¿no? Mientras no me quites el trabajo, mientras no me quites prestaciones sociales. Après, il y a des discours assez compliqués pour la question de migration, de l'exil. Mais finalement, moi, ce qui est important de laisser clair, c'est cette ouverture et cette empathie pour la condition des autres personnes. Alors, dice, j'adorais la lectura, j'aime lire, je me suis souvenu d'un roman de Pardo Bazán sur une ouvrière. Oui, Anaïs, si tu veux partager. Et bon, on va finir simplement, il y a cette... par mail, je vais vous envoyer tous les PDF que je vous ai montrés. Mais ici, il y a une petite réflexion à propos du plurilinguisme de la littérature. Et elle questionne aussi la notion de littérature nationale, ¿no? Comme la littérature francophone, la littérature française, la littérature allemande, parce qu'il dit, bon, ça, l'idée de nation, c'est déjà, non? Mettre des frontières, mettre des limites, et ça, c'est exclure d'autres personnes. Donc, des fois, c'est délicat. Comment est-ce qu'on s'exprime à propos de nation, nationalité, non? Et même pour la littérature, ça va en français. Et ici, il dit, depuis 2 siècles, ¿no? Cuando empieza en el siglo XIX, cette idée de nation, dice, qu'est-ce que ça permet? Favoriser le corpus de littérature nationale, mais como a costa de las exclusiones. De decir, bon, ça c'est nous, non? Ça c'est notre territoire, nos personnes, nos productions, nos créations. Et finalement, ça ne passe pas comme ça. Il y a plein d'échanges, non? Parce que c'est inévitable. On traverse, on va ailleurs, on revient, non? Et moi, j'adorais cette phrase que dit « La nation du Nord, c'est son lectorat ». Il ne faut pas penser que c'est une question de territoire. Moi, si comme mexicaine, non? Je lis Agota, voilà, ça c'est la nation, non? Finalement, réduire l'espace n'a pas beaucoup de sens dans le cas de dire, bon, ça sert à quoi? Mais bon, il faut réfléchir, il faut chacun penser, non, à propos de ces sujets. Et je vais
vous passez par mail les PDF. Attendez. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de remplir la liste de présence. Aïe, aïe, aïe. Super, professeur. Oui, c'est Pour bien. compartir la lecture. Ouais. Es súper bien, está súper bien, maestra. Muchas gracias. Oui, no, moi j'aime bien. Vous savez, ya está ahí la lista de présence. Un favorzote, llénenla porque es importante para nosotros justificar que sí hay demanda en estos talleres para seguirlos dando. Moi, ce que j'aime bien de ce livre qui a été écrit, porque no es una traducción, es un libro escrito en francés por una mujer que no es su lengua materna. Entonces, eso también es muy inspirador para decir, bueno, pourquoi pas, je pourrais devenir une écrivaine en français ou en anglais ou en allemand. Dice, oui, c'est important, dice Gaël, personne n'est propriétaire d'une langue et chacun est libre de l'utiliser, de l'améliorer. Tout à fait. Et moi, je suis pour. J'aime bien que l'écriture de Agota es simple entre comillas, simple en el sentido de que no utiliza formas lingüísticas tan rebuscadas, oraciones complejas tan largas como de pronto es la escritura académica, pero no por eso es decir, es sencilla, pero no es simple, ¿sí? O sea, hay mucha profundidad en lo que dice, pero con palabras sencillas. Entonces yo prefiero eso que de pronto algo tan enarbolado y que no pasa un mensaje que te trastoca, ¿no? Entonces, moi, je trouve que elle dit à la fin, jamais je parlerai le français ou j'écrirai le français comme les francophones de naissance, on va dire, mais je le ferai le mieux que je peux, et ça c'est bien. Bon, si vous avez déjà rempli la liste, rempli et llenar, je vous remercie beaucoup et on se voit la semaine prochaine. Profesor, ¿y el libro nous avons envoyé? Oui, seulement que... super. Déjenme mostrarle. Lo que pasa es que el libro no está completo, o sea, pero al menos pueden leer aunque sea otra partecita, pues, solo que solo viene una presentación. Vienen las primeras 19 páginas. Mais je vous envoie les livres de toute façon. Merci. Oui. Ok. Bon. Je vous remercie. Merci. À la prochaine, professeur. Merci beaucoup, professeur. Merci. Au revoir. Bonne semaine. Bonne semaine, Gaëlle. À demain. À demain. À demain. À demain, Anaï. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.